Bonjour à tous et un grand merci à Marie Bolo, son équipe, Monsieur Maufray et le département des Deux-Sèvres pour cette belle initiative autour de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, et un grand merci pour votre invitation sur ce thème qui est peu connu en Deux-Sèvres, la place du réseau Confrérie Notre-Dame en Poitou et en Anjou, sur un bornage chronologique qui peut vous paraître étrange, mais à l'issue de la conférence, vous comprendrez pourquoi. 1940-1942. Le propos va, vous allez le voir, vous déstabiliser un peu dans son espace géographique. On va être plutôt là sur le nord du département, qui est la base géographique d'implantation de ce réseau de renseignement. Pour commencer, pour recontextualiser l'opinion publique de ces quelques semaines qui suivent la signature de l'armistice le 22 juin 1940, dans un contexte où l'opinion publique oscille entre soulagement et résignation, et seulement une minorité d'individus va s'extirper de cette torpeur et va réussir à dépasser l'effondrement et manifestera un réel sursaut de sa conscience républicaine, patriotique. Donc autant de notions qui se construiront au fur et à mesure que les événements s'imposeront aux individus. Toujours est-il que dans ces premières semaines, l'objectif premier pour ces quelques individus est d'inventer faire quelque chose. Ils ne savent pas quoi, mais il va y avoir surgissement de gestes de refus, et ce ne sont que des initiatives individuelles, isolées les unes des autres, mais qui vont toucher parmi ces individus tous les milieux socio-professionnels et tous les âges. Chacun va se débrouiller pour inventer, sans mode d'emploi, dans l'improvisation la plus totale. Ça va être récupérer par exemple quelques armes abandonnées par l'armée française. Ça peut être changer le sens d'un panneau de signalisation. Autant de petits gestes qui paraissent anodins, mais qui montrent qu'il y a un esprit, non pas encore de résistance, mais en tout cas de refus et de révolte. Qu'est-ce qui le nourrit, ce refus et cet esprit de révolte? Pour la majorité des Deux-Sévriens qui le manifestent, ce n'est pas massivement le régime de Vichy. Ce n'est pas massivement, dans ces premières semaines, l'idéologie nazie en tant que telle. C'est avant tout le poids de la défaite militaire et la présence quotidienne de l'armée allemande au contact de chacun. Ne perdez pas de vue que la signature de l'armistice de la Première Guerre mondiale ne s'est passée qu'il y a 20 ans. Donc là, il y a plusieurs générations qui sont directement concernées par la Première Guerre mondiale, et c'est une certaine germanophobie en fait qui va nourrir ces premiers gestes dans ces premières semaines. Juste cette photo pour vous planter le contexte. Là, vous êtes sur la place principale de Thouars, et vous le voyez dans ces premières semaines de l'été 40, l'apparition des panneaux de signalétique en allemand, et aussi les premières affiches de propagande qui sont placardées sur les murs. Donc là, une affiche anti-alliée, anti-britannique. Et c'est dans ce contexte que un homme en Thouarsais, Gabriel Richetta, qui est percepteur à Waron et qui réside en centre-ville, va agréger autour de lui quelques connaissances de confiance. On est au début juillet 40, parmi ses connaissances, ses relations personnelles et professionnelles en tant que percepteur. Et son objectif, lui, ça va être de récupérer les armes abandonnées, principalement les armes abandonnées de l'armée allemande, et les dissimuler en divers endroits. 2 mois plus tard, on est en septembre 40, un Thouarsais est démobilisé et revient soir après cette démobilisation. Une connaissance de Gabriel Richetta, c'est André Chauvenet. André Chauvenet, c'est un notable Thouarsais, il est chirurgien, il est très connu des habitants de la ville pour son métier, mais aussi pour ses différents engagements politiques et associatifs, et pour les Thouarsais, pour le voir bondir dans les rues de Thouars avec ses voitures de collection. Et il revient lui aussi avec cette idée de faire quelque chose. Les deux hommes se retrouvent, se rencontrent, et décision est prise de le faire en commun. Donc on passe d'un individu isolé à un duo qui va devenir un trio dans l'organisation de ce premier noyau d'individus, avec la venue d'André Collat, qui est radiologue et associé
d'André Chauvenet à l'hôpital de Thouars, mais aussi dans la clinique que possède André Chauvenet à quelques kilomètres de Thouars, à Loudun, dans le département de la Vienne. Donc un premier noyau qui n'a de lien avec personne et qui a pour chef, entre guillemets, ces 3 hommes, Chauvenet, Collat et Richetta. À l'automne 40, il continue à ramasser des armes, à les dissimuler sans rien en faire. Il commence à observer la venue, les allées et venues des autorités d'occupation. Il commence à nouer des contacts un peu plus loin que ceux qu'ils peuvent prendre à Thouars. Et c'est notamment le rôle d'André Chauvenet qui, en tant que chirurgien, a un réseau professionnel très étoffé de médecins généralistes, d'infirmiers, d'infirmières, mais aussi de collègues beaucoup plus éloignés. Et vous verrez comment il saura mobiliser son réseau professionnel pour nourrir ce réseau. Fin de l'hiver 41, un événement va faire basculer ce groupe dans ce qui deviendra le premier réseau de la France libre à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le réseau Confrérie Notre-Dame, une relation de connaissance de copains de classe. En fait, l'entremetteuse, c'est la femme de Stan Hope de la Débuterie. Stan Hope de la Débuterie réside en Vendée, à La Roche-Tréjoux, et il est marié avec Charlotte Luquel. Charlotte Luquel est une amie d'enfance d'André Collat, le radiologue et confrère d'André Chauvenet. Stan Hope de la Débuterie va être mis en contact avec Gilbert Renaud. Gilbert Renaud, que vous connaissez tous sous le pseudo de Rémy. Il en aura eu plusieurs, mais on l'a retenu sous le pseudo de Rémy, qu'il a conservé d'ailleurs pour publier après la guerre ses nombreux ouvrages. Et donc, Stan Hope de la Débuterie, quand il rencontre Rémy qui lui demande d'installer son technicien radio et le premier poste émetteur en France occupée, va immédiatement s'orienter vers André Chauvenet et André Collat. André Chauvenet accepte immédiatement et la connexion se fait en direct à partir de là auprès de Rémy. Donc le sort de ces 3 hommes qui vont traverser la résistance de Sévrienne s'est fait grâce au contact de la femme de Stan Hope de la Débuterie, qui était une amie d'école d'André Collat. Et ça vous montre, là vous touchez du doigt aussi la nécessaire complicité et confiance que les individus doivent avoir pour se connecter les uns aux autres dans ce contexte si particulier. Et du coup, André Chauvenet désormais devient dans la clandestinité douillard, André Collat, lui, devient Nick. Aucun des deux n'a de parcours militaire. Aucun des deux n'a été formé à la quête du renseignement. Ça brise aussi cette idée que les agents des réseaux de renseignement avaient une formation préalable. La plupart d'entre eux, pas du tout. Et au premier chef, dans ce qui nous occupe, à savoir le réseau Confrérie Notre-Dame, Gilbert Renaud n'est absolument pas militaire, il est producteur de cinéma. Et Gilbert Renaud, au moment de la défaite, il décide de quitter Vannes, où il réside, il embarque dans un chalutier et il rejoint un chalutier polonais et il rejoint Londres le 18 juin 1940. Bien évidemment, ce n'est pas l'appel du général qui a fait qu'il est allé en Angleterre. Il est allé en Angleterre parce qu'il voulait faire quelque chose et il refuse la défaite. C'est quand il arrive en Angleterre qu'il prend connaissance de l'existence du général de Gaulle. Il réussit à entrer en contact avec Passy, chef qui deviendra le BCRA, donc le Bureau central de renseignement. Et Passy lui confie à l'été 40 cette mission de constituer un réseau de renseignement qui ira de Brest à Hendaye. Donc un réseau de renseignement qui doit couvrir toute la façade atlantique à des fins militaires. La façade atlantique, mais comme toutes les façades maritimes de France, mais aussi d'Europe, sont des enjeux militaires stratégiques et primordiaux pour l'occupant, à tel point que cette façade atlantique deviendra dès 1941 zone maritime interdite. Du coup,
il décide de repartir, il repart évidemment en France avec un atout dans sa manche, c'est que Gilbert Renaud, en tant que producteur de cinéma, et notamment ayant tourné en Espagne, a un ami proche qui est le consul de France à Madrid, Monsieur Pigeonneau. Et cette carte-là est une carte maîtresse aussi pour la décision que prend Passy de lui confier la création de ce réseau de renseignement. Rapidement, avant de repartir en Espagne, il va suivre quelques semaines de formation à la technique du renseignement, mais quelque chose de très sommaire qui ne fera pas de lui un militaire et un spécialiste du renseignement. Il est à Madrid en septembre 1940 et il réussit à entrer en France libre en novembre suivant. Avec cette mission, bâtir une organisation de renseignement. Il lui faut donc recruter des agents de renseignement, il lui faut donc trouver des boîtes aux lettres physiques, au sens premier du terme, il lui faut développer des liaisons aériennes, maritimes et terrestres, il lui faut recevoir le premier poste émetteur en zone occupée, le fameux Cyrano, dont on reparlera. Il faut qu'il puisse acheminer les renseignements et il faut qu'il puisse mettre en place les différentes cellules qui sont indispensables à la réussite de l'opération. Et au premier chef, il lui faut recruter son technicien radio. Son technicien radio, alors là, je vous avais prévu les portraits que j'ai complètement oubliés, pris dans mon élan. Donc vous avez Gabriel Richetta qui est à gauche, André Chauvenet au centre et André Collat. Les trois mousquetaires Thouarset. Et vous avez Rémy, ici, qui a eu pour pseudo précédent Roulier, Raymond ou encore Jean-Luc. Donc la photo est trompeuse puisqu'il est en uniforme, mais ne perdez pas de vue que ce n'est pas un militaire de carrière. Et lui-même fait partie de ceux que les historiens nomment aujourd'hui les 4 mousquetaires. C'est-à-dire ces 4 hommes qui, à l'été 40 et à l'automne 40, ont rejoint les services de la France libre pour se mettre au service du renseignement pour la France libre. Et l'un des rares qui réussira, c'est, dans la durée, c'est Rémy. Et donc, Rémy, pour mener à bien cette opération de création de ce réseau, tout en sachant que son point d'appui, entre autres, sera le Thouarset, va faire une étape fondamentale dans le Périgord, à Sainte-Foy-la-Grande. À Sainte-Foy-la-Grande, Louis de la Bardonnie est connu de Passy et des services de renseignement pour avoir déjà créé un réseau local de renseignement et avait déjà réussi, par l'entremise de différents acteurs, à transmettre les renseignements recueillis par la Suisse. Et de la Suisse, les renseignements rejoignaient Londres. Donc Passy conseille fortement, pour ne pas dire invective Rémy, en lui disant le premier point d'appui, c'est Sainte-Foy-la-Grande. Donc il se fixe à Sainte-Foy-la-Grande en attendant l'arrivée de Cyrano, et c'est depuis Sainte-Foy-la-Grande qu'il va mailler le territoire, il va inventer la notion de toile d'araignée, il va mailler en toile d'araignée le territoire, et il va recruter différents agents dans des emprises stratégiques, telles que le port de Bordeaux, avec Jean Fleuret, tel le port de Brest, avec le lieutenant de vaisseau Philippon, qui deviendra dans la résistance Hilarion. Il est originaire de Vannes, dans la région nantaise. Il a de nombreux amis de confiance, donc il va recruter aussi dans la région nantaise. Et c'est à Angers, par l'entremise du lieutenant de vaisseau Philippon de Brest, qu'il va recruter son technicien radio, qui est Bernard Anctil, le jeune Bernard Anctil. Ce jeune homme, il est connu d'Hilarion parce qu'il a été quartier-maître à bord d'un sous-marin qui était nommé le Ouessant. Il quitte la marine pour ouvrir un magasin de réparation et de vente de matériel radio à Angers. C'est le seul Anctil dans ces premiers hommes, ces premiers individus, c'est le seul qui a une technicité.
tous les autres vont inventer au fur et à mesure. Donc, Anquetil, lui, sait manipuler une radio et saura apprendre à manipuler un poste émetteur qui arrivera, lui, à la mi-mars 1941, Cyrano. Il sera accompagné de Roméo, donc le deuxième poste émetteur en zone occupée. Roméo était réservé à un autre des mousquetaires qui était Fourcault, qui partira, lui, en zone sud. Et Cyrano est destiné à Rémy. Cyrano arrive endommagé, il faut le réparer, et il arrive par la seule voie qui existe pour rejoindre la France libre à ce moment-là, par la voie terrestre qui passe par l'Espagne. Il passe par les valises diplomatiques, notamment pour franchir la frontière pyrénéenne. En mai 41, grâce à l'entremise du groupe de Sainte-Foy-la-Grande, c'est un périple, hein, c'est très romanesque comme histoire. Cyrano qui... Alors, vous avez peut-être en tête l'image des postes émetteurs de petite taille qui sont très miniaturisés à partir de 1942. Tous les conflits militaires ont provoqué des avancées technologiques majeures et très rapides. Cyrano, donc, qui a 2 ans de moins, c'est 2 valises d'une hauteur de 1 mètre, pesant chacune plus de 25 kg, et comme si cela ne suffisait pas, avec une étiquette métallique sur chacune des valises, petite étiquette métallique, je vous donne la traduction, fabriquée en Angleterre. Autant dire qu'en termes de discrétion, on fait mieux. Donc, ils réussissent à faire passer Cyrano caché dans des charrettes recouvertes de foin, le basculer dans une petite barque dissimulée avec des branchages pour lui faire passer la petite rivière, le Lidoire. Il va arriver jusqu'à Nantes, clandestinement, et c'est à Nantes qu'André Chauvenet et André Collat vont venir le récupérer en voiture pour le ramener à Thouars. Donc là, on est en mai 41. Anquetil, le technicien radio, viendra également être basé à Thouars, et donc il s'improvise dans l'hôpital de Thouars un centre d'émission de renseignement à destination de Londres. Et là, je cite André Collat, radiologue, qui, dans les années 60, raconte l'épopée de l'arrivée de Cyrano au service de radiologie. Il dit ceci: l'antenne est tendue du laboratoire de développement à la salle d'attente du docteur Chauvenet et traverse 2 cloisons. Les isolateurs, qui sont trop caractéristiques, sont remplacés par du Chatterton. La descente d'antenne traverse encore une cloison, le poste est dans mon bureau et la prise de terre est constituée par le chauffage central. Une émission est faite le soir même et considérée par Londres comme parfaite. Le poste émetteur est démonté après chaque émission et remisé dans un placard à linge sale derrière un rideau noir. Les émissions se poursuivent pendant 15 jours avec un minimum de 4 heures par jour dans ces conditions. Il y a toujours quelqu'un de surveillance pendant celle-ci et le travail du service continue même pendant qu'elles ont lieu. En cas d'alerte, l'opérateur a une sortie possible du côté du Touet et tout le monde est d'une discrétion absolue dans le service. Collat aurait pu aller beaucoup plus loin dans sa description quand il dit tout le monde est d'une discrétion absolue dans le service et il y a toujours quelqu'un de surveillance. Ce quelqu'un de surveillance ou cette discrétion absolue, c'est en fait qu'il a rallié à la cause, sans en préciser complètement la nature, une partie de ses infirmières. Ce sont elles, les gardiennes de surveillance, et ce sont elles, dont une, qui sait parfaitement où est caché Cyrano et à qui elle doit donner l'alerte s'il y a une irruption dans l'hôpital. Et pour davantage de discrétion, Anquetil, qui n'est pas Thouarçais, qui n'est hébergé ni chez Collat ni chez Chauvenet, est installé à l'hôtel du Cheval Blanc grâce à la complicité du propriétaire de cet établissement qui est un ami de Chauvenet, et Chauvenet le recrute fictivement comme infirmier à l'hôpital. Donc il arrive tous les matins en blouse d'infirmier et il repart tous les soirs pour dissimuler son activité réelle de transmission, codage et transmission des renseignements qui auront été préalablement recueillis. Donc on a les premiers hommes.
on a le poste émetteur, on a le technicien radio. Maintenant, il est important dans ces 6 mois de vie de ce réseau de constituer, ce qui est aussi une innovation de Rémi, une centrale, c'est-à-dire un lieu qui va centraliser une partie des renseignements recueillis pour les dactylographier, puis les transmettre dans des boîtes aux lettres où des agents viendront les chercher, coder, pour pouvoir les acheminer jusqu'au technicien radio qui est en Kiel pour les transmettre à Londres. Dans un premier temps, la boîte aux lettres est installée à Nantes. C'est plus facile en termes de transport et de proximité. Mais très rapidement, en septembre 1941, cette centrale, elle partira à Paris et vous verrez aussi le rôle de ces premières centrales dans l'évolution des autres mouvements de résistance liés aux Deux-Sèvres et la porosité qu'il y a entre les uns et les autres. Et Rémi, pour dissimuler et organiser territorialement son action, va créer, c'est un commercial Rémi, il est producteur de cinéma, il va appliquer dans la clandestinité les méthodes commerciales, il va créer des agences. Et donc il va zoner le territoire en différentes agences. Dès qu'il en crée une, il crée un nom d'agence. Celle de Thouars est pilotée par Stan Hope de la Débuterie. De Chauvenet, et notamment ses connaissances et le rôle des médecins dans le déploiement de ce réseau. Voici cartographié l'organisation du groupe André Chauvenet qui se déploie du Poitou à l'Anjou en passant par la Touraine, le Loudunais, le Bordelais et qui a des ramifications dans la région parisienne, tel qu'il nous a été possible de le reconstituer à travers les témoignages d'André Collat, d'André Chauvenet, la littérature de Rémi et les rares archives qui existent sur ce réseau. Tous ceux qui ont une étiquette rouge appartiennent au corps médical. Vous voyez la dominante de couleur. Pourquoi ? Parce que là, vous touchez aussi du doigt le bénéfice compétence, c'est-à-dire que la résistance ne recrute jamais au hasard. Elle recrute toujours en fonction d'un besoin et elle va chercher une compétence. Là, on est face à des individus comme Chauvenet et Collat qui n'ont jamais eu de formation de renseignement. Par contre, les médecins bénéficient d'une formation liée au serment d'Hippocrate, le secret médical. Et donc, ils ont une appétence plus facile que le professionnel lambda au maintien du secret. Ils ont aussi un autre avantage, c'est que c'est l'une des professions qui bénéficie de laissez-passer permanents et qui bénéficie de bons d'essence supplémentaires dans cette période de rationnement où les voitures, petit à petit, vont laisser place au gazogène, voire au vélo. Et donc, les déplacements nécessaires au recrutement des agents, au fait d'aller à un rendez-vous, vont être dissimulés sous la couverture de « je suis médecin, je vais visiter un patient à tel endroit ». Et donc, Chauvenet va recruter autour de Richelieu, il va recruter donc en Touraine, il va recruter autour d'Angers, et là aussi, il recrute des professions. Si on regarde du côté d'Angers, ici, Maurice Tarda, il est imprimeur. Il a tout le matériel pour dupliquer du document ou pour produire du document. À Thouars, Pierre Dupitier, il est photographe. Et en plus, c'est un féru d'innovation dans son domaine et il maîtrise le microfilmage. Donc, tout ce qui va arriver en cartographie, en plan, va passer entre les mains de Dupitier qui va les microfilmer pour ensuite les faire passer par les liaisons, non par radio pour le coup, mais par les liaisons
terrestres ou les futures liaisons aériennes. Vous comprenez comment, du coup, cette organisation se structure. Et du coup, vous comprenez avec cette carte que la résistance ne connaît pas les frontières administratives. On ne peut pas dire le réseau Confrérie Notre-Dame de Sèvres, ça n'aurait aucun sens, puisqu'on isolerait des individus qui sont de facto reliés entre eux. Chauvenet, et là c'est important parce que ça aura des conséquences pour lui, recrute jusqu'en Bordelais le professeur Aurillac. Le professeur Aurillac n'est qu'un ancien pour lui, prof pendant qu'il faisait ses études de médecine. Vous voyez la relation de confiance qui est établie. Bon. Ça vous jouera des tours plus tard à l'insu du professeur Aurillac. Et c'est ce qui provoquera en partie les premières rencontres entre les services du CIPO-SD et André Chauvenet. Une fois que toute cette toile d'araignée autour du groupe Chauvenet, qui est un sous-groupe de l'agence monastère pilotée par Stanhope de la Débuterie, est en marche, bien évidemment, la centralité toirçaise, avec le seul poste émetteur qui est Cyrano, qui est à Thouars, avec Anctil, ça va être un afflux de courriers qui va être exponentiel. Un afflux de renseignements et un afflux de courriers qui va être exponentiel puisque ça vient de toute la façade ouest. Bordeaux, Biarritz, Brest et Nantes. Il faut savoir, c'est Churchill qui a, à la fin de la guerre, en reconnaissance à la qualité du travail du réseau Confrérie Notre-Dame, a dit qu'il ne pouvait rien se passer sans que Confrérie Notre-Dame le sache. La puissance de frappe de ce réseau à la fin de la guerre. Et ça commence dès le printemps 41, puisque l'un des tout premiers messages qu'envoie Anctil, vraisemblablement depuis le Périgord et non pas depuis Thouars, seront des messages qui donnent les positions en rade de Brest de cuirassés de la marine allemande, qui sont des fleurons de la marine allemande, le Scharfnoft et le Geneso. Ces deux cuirassés seront attaqués en rade de Brest et le Kriegsmarine sera lui carrément détruit à la fin du mois de mai 41 par l'aviation britannique. Si ces trois faits d'armes réussissent côté britannique, c'est grâce aux renseignements préalablement transmis. La présence d'Anctil à Thouars ne durera que quelques semaines, mi-mai à fin juin, puisque très rapidement, en fait, Chauvenet s'aperçoit, et Colas, que des véhicules équipés de techniques goniométriques, donc vous savez, ces camions avec comme une coupole dessus, donc un repérage d'ondes. Alors ça fait 20 ans que je suis au centre, j'ai toujours pas compris, et je pense que mon cerveau ne comprendra jamais comment fonctionne la technique de la goniométrie. Donc, ne me posez pas la question, je suis incapable de vous répondre, mais en tout cas, c'est du repérage par croisement d'ondes, et ça permet aux individus de retrouver à quelques mètres près le point d'émission de cette onde. Et ces véhicules rôdent dangereusement autour de l'hôpital de Thouars. Et au-delà, il y a toutes les allées et venues des agents de liaison qui commencent aussi à être remarqués. Et donc, c'est là que Chauvenet, par précaution, décide de transférer Anctil et Cyrano dans un petit hameau à proximité de Thouars, sous la protection de M. Chudreau, qui est fermier dans ce grand domaine dans lequel les propriétaires ne sont pas présents. Rémy, lui, estime que ça devient trop dangereux, le hameau est trop isolé, les allées et venues seront encore plus remarquées qu'à Thouars, donc il décide de transférer et Cyrano et Anctil à Saumur, pas n'importe où, chez son oncle, Monsieur Decker, qui est lui-même photographe et qui fait bien évidemment lui aussi partie du réseau. Donc, ils ne seront pas hébergés directement chez Monsieur et Madame Decker, ils seront hébergés chez Monsieur et Madame Combes, puisque la maison était plus favorable dans son organisation. Il y avait notamment une porte de sortie
d'urgence pour Anquetil, puisqu'il faut savoir qu'un pianiste, donc ceux qui manipulent les opérateurs radio, en fait, sont complètement isolés de ce qui se passe autour d'eux. Ils ont le casque sur la tête, ils écoutent, ils envoient en morse et ils écoutent en morse. Donc, ils ne peuvent pas prendre conscience de ce qui se passe autour d'eux dans le fait de leur mission. Donc, c'est toujours très important d'avoir un agent de surveillance, mais aussi d'avoir une porte de secours. Anquetil fait partie de la toute première génération de techniciens radio. Il ne sera évidemment pas au fait des techniques de protection pour éviter le repérage des ondes, pour aussi limiter son temps d'émission. Anquetil, il va émettre des heures durant consécutivement, ce qui est une gabegie première, sauf que l'objectif, c'est bien d'envoyer le plus de renseignements possible face à l'afflux qui arrive. Donc, c'est à partir de 1942 où les services de la France libre et les services britanniques vont vraiment codifier les règles de sécurité à respecter scrupuleusement par les opérateurs radio, les techniciens radio. C'est-à-dire ne pas émettre plus d'une demi-heure, changer de quartz régulièrement, changer de lieu d'émission régulièrement. Ce qui veut dire que pour l'équipe technique, ça veut dire trouver d'autres complicités pour avoir d'autres lieux d'hébergement pour un même opérateur radio. Tout ça, Rémi, c'était les prémices, c'était les balbutiements. Donc, ce qui devait arrive fatalement à Saumur. Il était arrêté le 31 juillet 1941. Il a été repéré par la goniométrie. Il est en pleine émission quand il est arrêté. Il a juste le temps de détruire le message qu'il était en train d'envoyer et il décide de se défenestrer pour réussir son évasion. En vain, il est blessé et dans sa chute, sa blessure l'immobilise. Il est bien évidemment arrêté. Il est transféré à la prison d'Angers au Pré-Pigeon. Il est ensuite immédiatement transféré à Fresnes, où il passera à la suite devant un tribunal militaire allemand qui le condamne à la peine de mort par exécution par balle, et il est fusillé au Mont-Valérien le 24 octobre 1941. C'est un drame pour Rémi. Il perd son seul technicien radio. Il n'a plus de technicien radio. Cyrano est bien évidemment inutilisable. Donc, il va falloir organiser au plus vite la venue en France d'un nouveau technicien radio. L'affaire est tellement grave que Rémi en personne arrive à Toire le 2 août. Il arrive le 2 août parce que, outre l'arrestation de Anquetil, se pose la question de, même s'il a confiance dans ce jeune homme, la question de, sous la torture, que pourra-t-il ou pas dire? Qu'est-ce qui aurait pu être retrouvé à son domicile? Donc ce qu'il craint, en fait, c'est l'effet cascade des arrestations et la mise en danger de toute son agence monastère. Donc il envoie Pierre Dupitié immédiatement le lendemain à Saumur pour prendre la température, voir ce qui se passe. Conclusion est faite par Rémi sur rapport de Dupitié qu'a priori ça va rester une arrestation isolée, et donc le groupe va se mettre quelque peu en veille. Il va déployer d'autres activités, mais il n'y aura pas plus de conséquences à ce niveau-là pour l'équipe Toire 16. Donc la vie reprend. On est début juillet 41, la vie reprend, et là il y a une autre mission qui est confiée au réseau Toire 16, à l'équipe Toire 16, c'est le déploiement des premières liaisons aériennes. Ils ont déployé la liaison radio. Il n'y a qu'une seule liaison qui existe avant février 1941 pour rejoindre la France libre, c'est la liaison terrestre qui passe par les Pyrénées, l'Espagne, le Portugal. C'est des semaines de transit. Bien évidemment, quand vous avez des renseignements de première importance, vous ne souhaitez pas qu'ils mettent des semaines à arriver à leur destinataire, où ils doivent être traités pour engager ensuite des actions à caractère militaire sur la façade atlantique.
Donc, à partir de février 1941, vont avoir lieu les premières liaisons aériennes en France. Tourtenay, au nord des Deux-Sèvres, à 10 km de Thouars, fera partie de cette toute première liaison aérienne sur demande de Rémy à l'équipe thouarsaise de trouver un terrain adéquat et ensuite de trouver l'équipe qui peut, sur place, organiser l'accueil des parachutages clandestins. Donc, c'est à André Collat. Vous voyez comment Rémy a essayé de cloisonner. André Chauvenet, c'est le recrutement, c'est le renseignement. André Collat, lui, c'était caché Cyrano dans son service, et ça sera ensuite d'organiser et d'être le responsable des opérations aériennes qui vont se produire à Tourtenay. Voilà ce qu'il en disait, André Collat, de ces opérations aériennes. Le terrain choisi, donc repéré notamment par Pierre Dupitié, le terrain choisi est immédiatement homologué par Londres. Il est situé à Tourtenay, en bordure du canal de la Dive. Il est situé à la ferme de Maurice Touré. L'équipe de parachutage sous ma direction était indépendante du reste de l'organisation et ses membres ne connaissaient pas les messages transmis directement par Renaud, donc Rémy, ou par Chauvenet. Ce terrain, il est choisi d'une part parce qu'il a la bonne dimension pour le largage, d'autre part parce qu'il est en contrebas de cette butte qu'est le village de Tourtenay. Donc c'est une butte géologique, le village est construit, est organisé en haut de la butte, et en contrebas, ce sont des champs, des pâtures, des tourbières. Et là, en plus, ce terrain-là précisément est à 50 mètres d'une ferme isolée, donc à l'abri des regards, la ferme de la famille Touré, qui a été recrutée, et longe le canal de la Dive. Le canal de la Dive est relié à la rivière le Thouet à la Loire à la façade atlantique. C'est le repère idéal pour le pilote d'un avion un soir de clair de lune. La rivière se transforme en ruban argenté qu'il va pouvoir suivre pour repérer le terrain sur lequel il doit procéder au parachutage. Ce terrain est bien évidemment codé. Il deviendra le terrain Nick, pseudo de Collat, Nick Pernot. Vous voyez aussi le caractère humoristique aussi de la résistance. Et il sera utilisé à 4 reprises à partir du 2 août 1941. En tout, ce sont 16 postes émetteurs qui seront réceptionnés, qui seront répartis dans différents parachutages, qui seront au nombre de 4, 5, et le dernier, en novembre, en plus de matériel de postes émetteurs, verra arriver Robert Delattre, dit Bob, qui est le successeur de Anquetil. Il arrive avec son propre poste émetteur. À chaque parachutage, ça se passe de la même manière. Le message personnel est diffusé sur les ondes de la BBC. Donc, seuls Rémy, Chauvenet, Collat connaissent le message personnel qui va être diffusé. Là, en l'occurrence, c'est, vous voyez, le jeu de mots, nous boirons un Pernod à votre santé, Donc, ils ne donnent pas la date du parachutage. En fait, ils savent qu'ils doivent ajouter 10 au chiffre qui est donné pour connaître la nuit au cours de laquelle aura lieu le parachutage. Le parachutage est ensuite organisé directement sur le terrain par l'équipe de réception qui est principalement composée de la famille Touré, dont l'un des membres sera restaurateur à Paris et deviendra député de la 4e République, donc Raphaël. Et Raphaël va mettre au service son restaurant qui va devenir le point de contact entre les postes émetteurs parachutés à Tourtenay et les agents qui doivent récupérer ces postes émetteurs pour équiper leurs propres équipes. Donc, le point de relais, la plaque tournante, c'est le débarras du restaurant de Raphaël Touré à Paris. Vous voyez comment tout se constitue les uns les autres. Et Paul Touré, le fils, deviendra, donc là vous les avez, deviendra Léon, vous voyez son regard malicieux, deviendra un des grands agents de liaison de Rémy.
Et voici ce qu'en dit aussi André Collat, qui assistait à tous les parachutages. Le terrain est balisé par trois feux rouges disposés en triangle isocèle espacés à la base de 20 mètres et dont le sommet est placé à 30 mètres de la base. À 5 mètres du sommet est disposé un feu blanc qui doit moduler la lettre X en morse à l'approche de l'avion et pendant toute la durée du parachutage. Les feux sont constitués par des lampes électriques aux réflecteurs desquels sont adaptés des cônes garnis intérieurement de papier noir mat d'une hauteur de 20 cm et d'une hauteur de 90 cm, ce qui rend la lumière invisible pour un homme debout à 5 mètres des feux. Les parachutages se déroulent. L'une des plus grandes difficultés, c'est pas de baliser le terrain, ils vous le disent tous, c'est de plier le parachute. Une fois que le parachute est effectué, puisque là encore, la famille Touré, c'est une famille d'agriculteurs et de commerçants. Ce ne sont pas des militaires. Nous, aujourd'hui, voir un parachute, c'est quelque chose d'un peu plus banal. Voir un avion, monter dans un avion, il n'y a rien de plus banal pour une grande partie d'entre nous. Pour eux, la première fois qu'ils ont vu un parachute, c'était en attendant dans un champ à 1h du mat par un soir de clair de lune. Faut se remettre aussi dans cette perspective-là. Et autre liaison aérienne qui va être déployée, et là encore l'équipe Toire 16 va être à la pointe de ces innovations qui vont devenir importantes dans la suite des événements, c'est les pick-up. Un pick-up, ça se réalise à l'aide de ce petit appareil qui est un appareil britannique, un Lysander, et il y a deux possibilités. Soit le pick-up est fait pour ramasser des sacs de courrier, donc un pick-up mail, donc il y a un crochet sous le fuselage de l'appareil passe en rase-motte, le sac de courrier préalablement aura été attaché à une corde suspendue, et donc l'appareil en rase-motte attrape le courrier, soit il sert pour un pick-up simple, c'est-à-dire la dépose d'un individu, la prise d'un individu pour l'envoyer soit à Londres, soit le ramener en France. Et c'est exactement ce qui va se passer en mars 1942. L'opération sera décalée de quelques semaines suite à l'événement dramatique qui est l'arrestation d'André Chauvenet et d'André Collat le 21 janvier 1942. Donc, eux deux sont arrêtés. Le reste de l'équipe ne tombe pas à ce moment-là. Et donc, l'opération qui devait acheminer Rémy à Londres par pick-up, elle est annulée. Elle aurait dû avoir lieu quelques jours plus tard. Elle est annulée. Elle va se dérouler en Normandie. Par contre, ce que l'équipe restante va organiser, c'est le retour de Rémy en France, le 27 mars 1942, et l'envoi à Londres de Christian Pineau. Christian Pineau, c'est le fondateur du mouvement de libération Nord. Il est missionné par les mouvements de zone occupée pour obtenir une déclaration de principe et de gouvernance auprès du général de Gaulle. Donc, il va revenir avec cette fameuse déclaration au mouvement de résistance qui sera connue à partir d'avril 1942. Cette opération Roi de Cœur ne se passe pas à Tourtenay, elle se passe dans un périmètre très proche d'un point de vue kilométrique. On est à la Motte-Bourbon, on est à la frontière des Deux-Sèvres, du Maine-et-Loire et de la Vienne, et elle se passe sans encombre puisque l'équipe a aussi été recruté un gendarme, l'un des gendarmes de la brigade de Montreuil-Bellay, pour faire surveillance sur la route. Ce site a été choisi aussi. Là, il n'y a pas de cours d'eau qui servent de repère pour le pilote. Par contre, il y a le principal camp d'internement pour nomades. C'est le seul espace qui est éclairé toute la nuit, pour des raisons de sécurité, pour surveillance des internés nomades qui sont présents dans le camp. Donc, vous voyez comment, chaque fois, tout est choisi en fonction d'un besoin. Je vous l'ai dit, Chauvenet et Collat sont arrêtés en janvier 1942, mais en fait, il y a déjà eu une première alerte pour Chauvenet le 25 juillet 1941. Première alerte pour Chauvenet, où il est arrêté par 2 agents de la CIPO-SD et un policier français à son domicile, et il est immédiatement transféré à Bordeaux. Pourquoi Bordeaux ? Tout simplement
par le lien qui est le sien avec le professeur Aurillac. Il n'est pas, le 25 juillet, arrêté parce que membre important du réseau Confrérie Notre-Dame. Il est arrêté parce qu'il a un lien avec une autre organisation de résistance à laquelle il n'a pas réellement participé, qui est l'Alliance de la jeunesse française à Bordeaux, dans laquelle Aurillac était investi. Première phase d'investigation, le groupe bordelais est démantelé, Aurillac qui sera arrêté, sera torturé, il sera libéré pour être mieux suivi, bien évidemment. Alors qu'il est libéré, il a peur de parler sous la torture, il décide d'avaler du cyanure et il se suicide pour protéger, entre autres, André Chauvenet. André Chauvenet aura des doutes entre l'été 41 et début 42 sur la présence de policiers à Thouars. Il est persuadé d'en revoir dans les rues de Thouars. L'étau là se referme définitivement ce 21 janvier 42. Chauvenet et Collat sont arrêtés tous les deux. Chauvenet avait cru, la veille de son arrestation, reconnaître des agents du CIPO-SD et il dit alors à Collat, pour 1000 raisons, il faut rester et continuer le jeu, mais brûle chez toi tout ce que tu peux garder de suspect. À Daniel Boucher, si je suis arrêté, va voir Collat, il a reçu mes consignes. En particulier, il devra conserver à tout prix le terrain d'atterrissage pour l'avenir, donc la mode Bourbon, roi de cœur, et pour ces jours-ci, pour le départ de Rémy. Donc là, c'était l'opération qui a été reportée en mars. Ils sont arrêtés tous les deux, c'est un branle-bas de combat puisqu'il y a du courrier qui arrivait, Paul Touré était là aussi en tant qu'agent de liaison, par différentes complicités, tout le monde réussit à être prévenu, le reste de l'équipe n'est pas arrêté. Chauvenet, comme Collat, sont dirigés un temps à la prison de Niort avant d'être transférés à Fresnes. Collat ne sera pas transféré en Allemagne, il sera libéré de la prison de Fresnes et il part se cacher à Loches. C'est là que c'est pendant sa clandestinité à Loches qu'a été prise cette photo. Vraisemblablement, il a été libéré de Fresnes et c'est là que ça nous montre aussi que la connaissance du CIPO-SD était limitée par rapport au réseau Confrérie Notre-Dame en Nord-de-Sèvres, parce qu'il recherchait avant tout le lien avec le groupe bordelais de l'Alliance de la jeunesse française. Donc ils ne l'ont pas établi avec Collat, ils le libèrent. Ça ne veut pas dire qu'ils ne l'auront pas mis sous surveillance, mais en tout cas ils le libèrent. Chauvenet, quant à lui, est déporté en Allemagne dans le système carcéral, il est Nacht und Nebel, et il sera assez rapidement déversé dans l'univers concentrationnaire pour être ensuite retrouvé par Daniel Boucher, qui était médecin à Saint-Loup-sur-Thouet et qui était son second à la veille de son arrestation à Buchenwald. Les autres membres de l'équipe vont être, eux, rapidement arrêtés dans les semaines qui suivent. Gabriel Richetta sera exécuté à Cologne. Il sera guillotiné. Maurice Bonneau, un jeune sportif Thouarsais qui était aussi dans le groupe, lui périra en tant que Nacht und Nebel à la prison de Sonnenborg. Les autres membres, comme Pierre Dupitié, passeront entre les mailles du filet. Daniel Boucher, lui, sera arrêté, mais pas pour ses actions dans le réseau Confrérie Notre-Dame, mais pour ses actions dans le mouvement de résistance, organisation civile et militaire, et sa branche de renseignement Century. Et la branche de renseignement Century de ce mouvement de résistance utilisait la même centrale que Confrérie Notre-Dame. Vous voyez les liens, la porosité. Et un individu, vous le voyez, pouvait appartenir à plusieurs mouvements ou réseaux en même temps. Et suite à la vague d'arrestations en fait en Nord-de-Sèvres qui décime complètement le réseau Confrérie Notre-Dame, Boucher essaiera de reprendre contact dans le sud du département pour le remettre en place. Ce qu'il ignore pendant qu'il fait ces tentatives, c'est qu'un homme bien connu en Niortais a déjà été contacté par Jean Meunier, fondateur de la Nouvelle République. Cet homme, c'est Émile Bèche, et donc
le réseau Confrérie Notre-Dame était développé en Indre-et-Loire autour de ces figures socialistes. Et Jean Meunier, en tant que député d'Indre-et-Loire, va prendre contact avec Émile Bèche et va demander à Émile Bèche de restructurer le réseau sur la partie vendéenne, de Sévrienne et du Maine-et-Loire, de la Vienne et de la Vendée. Malheureusement, ce contact ne durera peu, puisque Émile Bèche doit fuir les Deux-Sèvres dans la plus grande précipitation à la fin de l'année 43 pour éviter l'arrestation. Il trouve refuge dans la région parisienne chez un ami qui est aussi pour nous bien connu, qui est René Hudlet. Et en fait, à partir de 42-43, l'histoire du réseau Confrérie Notre-Dame en Deux-Sèvres se mêle avec l'histoire des grands mouvements, des deux grands mouvements de résistance dont je ne parlerai pas aujourd'hui parce que je pense que Michel Chaumet le fera pour la prochaine rencontre, que sont l'organisation civile et militaire pour la partie nord du département, enfin quand je dis nord, au-dessus d'Amaillou, tout est relatif, au-dessus de Mazières-en-Gâtine, donc tout est relatif, et Libération Nord pour la partie sud du département. Et ces deux grands mouvements de résistance, en fait, vont avoir des individus qui œuvrent aussi dans d'autres réseaux. Voilà la fin du réseau Confrérie Notre-Dame dans notre département. Le réseau, lui, malgré des coups de butoir, malgré des trahisons qui auraient pu le décapiter définitivement, il réussira toujours à renaître. C'est pour ça que vous pouvez le connaître aussi sous le nom de Castille Confrérie Notre-Dame. À la fin de la guerre, les services britanniques estiment à plus de 3000 messages radio transférés par le réseau, à plus de 70 courriers de renseignement parvenus au BCRA, et, je vous le disais, à 21 agences, dont quelques-unes en Belgique, et à 1600 agents homologués, donc bien plus que ceux qui ont été homologués. Je vous donne juste un exemple très concret qui nous concerne. Pierre Dupitié n'a jamais voulu être homologué au réseau Confrérie Notre-Dame. Combien d'autres, comme lui, ne l'ont pas souhaité, estimant que ce qu'ils ont fait était normal, et combien sont restés inconnus parce que leur rôle a été soit trop discret, soit très court dans la vie du réseau. Je vous remercie.